Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Boucher du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, le bonheur. Notre collaboratrice Ève Cardinal est aussi des nôtres, elle nous parlera d'estime de soi. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Anne-Marie Boucher. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour, tu es responsable des communications et de l'action sociopolitique du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec depuis déjà quand même quelques années. Oui. Tu as une expérience. Ça va faire 5 ans maintenant, oui, 5 belles années. Oui, quand même. Alors, c'est un beau mandat, surtout qu'on sait que il ne manque pas de problématiques ou il ne manque pas de questionnements ou il ne manque pas d'enjeux dans le domaine de la santé mentale, spécialement au niveau des ressources justement alternatives et des autres ressources, mais de ce genre de ressources-là également. Peux-tu nous resituer qu'est-ce que fait le RRA-SMQ, justement? Le RRA-SMQ, c'est le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. C'est un regroupement qui existe depuis 1983, donc qui va fêter bientôt ses 40 ans. En gros, notre nom le dit très bien, on regroupe des ressources alternatives qui sont des groupes communautaires, qui font de l'action communautaire autonome en santé mentale, mais pas seulement. C'est des groupes qui s'identifient à une philosophie, à une vision alternative en santé mentale et qui font en fait une diversité d'actions. Donc vraiment, c'est pas un modèle unique, là, une ressource alternative en santé mentale. Il existe autant de modèles qu'il existe de ressources. En gros, les groupes qui nous constituent, il y a des groupes d'entraide, des ressources qui sont davantage axées sur l'insertion socio-professionnelle, il y a des ressources en hébergement, ressources en logement, il y a des ressources qui font davantage du traitement ou de l'accompagnement en santé mentale. Donc, il y a toutes sortes de ressources. Et nous, comme regroupement, dans le fond, notre mandat, c'est de les regrouper, les représenter, offrir de la formation, travailler aussi à développer une vision politique commune finalement être un leader au niveau du développement des pratiques. Donc, comme regroupement, souvent, on va être à l'affût de ce que nos groupes font et on va essayer de faire en sorte que ces belles initiatives-là, ces beaux modèles-là d'intervention ou d'accompagnement, ils soient connus par les autres et qu'on puisse soutenir leur développement. À une certaine époque, longtemps, la santé mentale, quand même, les organismes existent depuis longtemps, mais on avait l'impression que c'était un peu marginal, tu sais, les ressources alternatives en santé mentale, mais on a l'impression que de plus en plus, justement, c'est ce qu'on cherche. On essaie justement de faire quelque chose de différent, puis de peut-être un peu plus de s'affirmer. C'est peut-être là qu'il y a plus de poids au niveau de quand vous avez à prendre la parole dans les médias ou dans des campagnes là, d'information, on a l'impression que comme c'est plus dynamique et c'est peut-être plus punché, là, si on veut employer l'expression. Hein? C'est vrai qu'on sent depuis quelques années qu'il y a vraiment une ouverture, un intérêt pour une vision critique de l'approche biomédicale en santé mentale. C'est sûr, cette vision-là biomédicale, en gros, là, je le résumerais, là, la maladie mentale est une maladie du cerveau, comme le diabète est une maladie du corps, et la pilule est la meilleure solution pour venir en aide à cette situation-là. Disons, là, je caricature, là, on s'entend que c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas dans cette vision-là une explication satisfaisante à ce qu'ils traversent et aussi la médication, la pilule n'est pas toujours la solution qui convient à tout le monde. Fait que je pense qu'il y a une ouverture à entendre parler de d'autres manières de voir la santé mentale, puis aussi de d'autres façons d'accompagner, d'accueillir, d'écouter, puis d'expliquer les difficultés qui sont vécues, y compris, par exemple, le phénomène d'entendre des voix, la dépression, les troubles anxieux, etc. Donc oui, on sent qu'il y a une ouverture qui est plus grande, puis nous, c'est sûr que ça nous réjouit parce qu'on espère que la vision alternative en santé mentale soit mieux connue, de manière à ce que les citoyens et les citoyennes du Québec aient accès à différents modèles explicatifs, puis puissent enrichir leur vision de la santé mentale. Et souvent, dans la perception de la majorité de la population, peut-être pas la majorité, mais en tout cas d'une certaine partie de la population, on a toujours l'impression que c'est des gens qui veulent toujours revendiquer des choses, etc. Mais on a l'impression qu'avec le temps, on voit plus un discours constructif, puis peut-être que les mentalités changent justement en rapport avec les organismes alternatifs.
Est-ce que la mentalité change? Je pense qu'il y a dans l'ADN du mouvement alternatif en santé mentale, c'est sûr que on part d'un mouvement qui est assez critique. C'est un mouvement qui est inspiré par l'antipsychiatrie, par le mouvement des survivors aussi aux États-Unis, donc un mouvement de personnes qui sont passées par la psychiatrie et qui n'ont pas apprécié l'expérience et qui veulent créer d'autres modèles, d'autres lieux pour acquérir la souffrance ou les difficultés. Fait que c'est sûr qu'on part d'une base assez critique et on continue encore à porter une vision critique en santé mentale, mais en même temps, comme regroupement de ces ressources-là, on essaie, oui, de nourrir, d'alimenter la vision critique, de demeurer une voix qui est somme toute un peu marginale parfois, puis assez critique, mais en même temps, l'alternative, on est aussi dans une posture d'empathie et de dialogue. On plaide beaucoup pour que les personnes soient entendues, soient écoutées, soient respectées dans leurs différences. Puis cette posture-là, elle vaut aussi pour quand on se retrouve face à un psychiatre ou une psychiatre qui a une autre vision de la santé mentale, mais avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut s'entendre sur un paquet de points. Puis ça, c'est pour nous, cette posture-là d'écoute et de dialogue, elle vaut pas juste pour nous, pour notre vision à nous ou pour les personnes qui passent par la psychiatrie, elle vaut pour toute personne, toute citoyenne au Québec. Oui, au regroupement donc des ressources alternatives en santé mentale du Québec où tu travailles, Anne-Marie, vous avez mis de l'avant un petit peu en fait une approche globale en santé mentale au Québec. Ce qu'on parle depuis longtemps, on se dit que la santé mentale, ça ne doit pas être géré de façon en silo, comme on a souvent dit, mais il y a une approche globale. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait par cette... Nous, dans le fond, on essayait de résumer un peu notre vision, puis on s'est dit, peut-être que l'approche globale, c'est quelque chose qui résume bien parce que, dans le fond, quand on parle de santé mentale, pour nous, ça se résume pas à un phénomène qui est biologique. C'est quelque chose qui est biopsychosocial. Et, dans le fond, les solutions apportées face aux difficultés en santé mentale vécues par les personnes, c'est des solutions qui doivent être diverses, donc qui doivent autant s'intéresser au milieu de vie des personnes, aux conditions de vie des personnes, donc d'aller plus au niveau de la prévention peut-être. Il faut aussi aller voir en aval la difficulté, comment on accueille la personne, puis quelle diversité d'approches, quelle diversité de solutions on peut proposer à la personne. Puis dans le fond, c'est la campagne 3 chantiers pour une approche globale en santé mentale. C'est une campagne qu'on a lancée en février 2020. Et cette campagne-là, c'est quoi? C'est le fruit de plusieurs années de consultation, de réflexion avec nos membres, donc avec les personnes qui fréquentent les ressources alternatives, les personnes qui y travaillent, nos comités, nos instances, notre CA. Et tous ces gens-là, en fait, ont fait une grande démarche qui s'appelait Se donner du souffle. Et dans cette grande démarche-là, ce qu'on faisait, c'était une démarche qui utilisait les outils, les principes de l'éducation populaire autonome pour faire émerger la parole des personnes, les dénis de droits qui sont vécus, les injustices vécues, les cris du cœur. Et pendant des années, on a récolté des paroles, des témoignages. Par la suite, on a demandé aux ressources des différentes régions au Québec de se réunir ensemble pour choisir une injustice ou un déni de droit sur lesquels elles voulaient travailler ensemble. Et à partir de là, l'équipe du regroupement s'est déplacée de région en région à partir de 2018 pour faire une analyse sociopolitique de ce déni de droit-là. Donc, comprendre c'est quoi qui se passe exactement, pourquoi ça se passe comme ça, c'est quoi les forces en jeu, c'est qui en profite, qui en souffre, etc. Et à partir de cette analyse-là, on est retourné une deuxième fois dans les régions pour faire un plan d'action stratégique autour d'une revendication qui a été choisie par les personnes qui fréquentent les groupes. Donc, ça a vraiment été une grosse démarche. Et au bout de tout ça, on s'est retrouvé avec 8 revendications qu'on a eu envie de mettre ensemble et de porter solidairement, collectivement, dans le cadre des démarches de consultation sur le prochain plan d'action gouvernementale en santé mentale. Et quels sont ces 8? Ces 8-là. En fait, il y a 8 revendications qui ont été assemblées avec d'autres qui ont été ajoutées dans le processus. Mais vraiment, ce qui est ressorti là, dans le cadre de la démarche Autonomie du souffle, il y avait beaucoup la lutte à la stigmatisation et à la discrimination au sein du réseau et dans les communautés. Donc, les personnes disaient encore aujourd'hui, malgré les efforts faits, la différence ou le diagnostic ou le problème de santé mentale, ce sont des choses qui choquent, qui nous amènent à être parfois sur des voies de garage. Et les personnes disaient, on veut faire partie de la solution. La lutte à la stigmatisation, on veut la mener, nous,
avec les outils qu'on a, puis avec les expériences qu'on a vécues. Donc ça, c'était une des revendications qui est ressortie. Il y avait aussi toute l'idée de fonder l'intervention au sein du réseau en se fondant vraiment sur l'écoute et la prise en compte de l'histoire de la personne. Parce que beaucoup de gens disaient, on se sent pas écouté, on se sent pas entendu, il n'y a pas assez d'espace où on peut déposer notre histoire et recevoir de l'aide à partir de cette histoire-là qu'on a vécue. Fait que ça, c'est des choses qui sont sorties également. La dimension de la participation collective en santé mentale aussi, avoir des espaces de concertation pour apporter une parole collective au niveau du réseau, pour parler de ce qu'on veut qui change. C'est une des revendications également qui est ressortie dans le chantier de la primauté de la personne. Ça, c'est notre premier chantier. Ouais. Non, c'est tellement intéressant, c'est positif. Oui, il y a beaucoup de choses, là. Oui. Non, mais ce que tu mentionnais tantôt, justement, la fameuse COVID, là, qu'on va parler pour le reste de nos jours, pour le moment, parce que ça a marqué tout le monde. C'est une expérience marquante. On vit quelque chose d'historique, mais s'il y a un bon côté, puis je pense, il y a plusieurs personnes, je pense, qui s'en sont rendus compte, c'est que, entre autres, le gouvernement, le premier ministre, notamment, et puis le directeur national de la santé publique, qui reconnaissaient dans les points de presse que la santé mentale est importante. Juste ça, je trouve, c'est tellement positif. J'espère juste que ça va se transformer en action, mais c'est quelque chose que je pense beaucoup de groupes attendaient depuis longtemps, que le gouvernement reconnaisse qu'effectivement la santé mentale est aussi importante que la santé physique, sinon plus. Ouais. Ben tout à fait, c'est quelque chose qui est ressorti fortement. Puis ce qu'on voyait, c'est que on a tendance à individualiser beaucoup les difficultés vécues en santé mentale, comme dans un milieu de travail, par exemple. Si quelqu'un dans une équipe fait un épuisement professionnel, ils vont dire Nancy, il passait peut-être des choses dans sa vie, on le sait pas, mais là elle est partie en congé, tout ça. Puis on individualise plutôt que de se questionner sur est-ce qu'il y a des façons dans la gestion, dans nos manières de travailler qui peut-être amènent plusieurs personnes et pas seulement Nancy à se sentir épuisée. T'sais. Donc, on a souvent tendance à avoir ça comme un problème très individuel, très marginal, alors que dans le cas de la COVID, là, on s'est retrouvés à être plusieurs, là, à ressentir de la détresse psychologique, à ressentir de l'anxiété, à se sentir débordé, à faire de l'insomnie. Donc, c'était vraiment une expérience collective. Puis là, c'était plus possible de dire c'est juste pour telle ou telle personne les difficultés en santé mentale. On sentait que tout d'un coup, on était tous dans le même bateau, on vivait tous la même histoire avec un grand H, l'histoire de la pandémie, puis on en souffrait au niveau de notre santé mentale. Puis oui, ça peut avoir quelque chose de positif, c'est peut-être de rendre les gens un peu plus empathiques face aux difficultés en santé mentale, puis peut-être que le fait que ça va résonner en nous pour plusieurs personnes au Québec, ça va peut-être donner un petit peu plus de force à nos revendications quand on va parler de santé mentale dans les prochaines années. Donc, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Avant de terminer, Anne-Marie, j'aimerais que tu mentionnes la façon de d'en connaître plus sur ce que vous faites là, au regroupement, justement. C'est les sites web. Oui, tout à fait. Il y a moyen d'en connaître plus, surtout que, je me suis un petit peu étendue, puis on n'a pas parlé de tous les chantiers de notre plateforme. Donc, si les gens sont curieux d'en savoir plus, sur le site Internet du regroupement au www.rrasnq.com. On a également une page Facebook qui est vraiment au nom du regroupement. Donc, si les gens veulent s'abonner à cette page-là pour avoir de l'information, de l'actualité sur la santé mentale, c'est quand même une bonne source d'information là, présentement sur les différents enjeux qu'on traverse au Québec. Excellent. Merci beaucoup, Anne-Marie Boucher, donc du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Merci beaucoup. Puis à une prochaine, on va certainement avoir d'autres sujets à parler. C'est toujours intéressant. On reviendra avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment d'un de nos blocs favoris, finalement, Pierre Laporte. Moi, c'est mon bloc préféré à moi parce que c'est là que je parle. Parce que tu le prépares aussi. Tu te creuses un peu les méninges. L'espresso, donc, pour bien se réveiller, un bon espresso, c'est toujours bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème universel qui est mentionné depuis longtemps, le bonheur. Oui, j'en ai déjà parlé. Et quand on parle de bonheur, c'est toujours un peu philosophique, ça va de soi. Ouais. Alors, c'est un nouvel article. Michel Rivard chantait Maudit bonheur. Des fois, il ne se pointe pas le nez. Non. Hein. Puis quand il passe, faut que tu l'attrapes. Faut que tu l'attrapes, c'est ça. Alors, je vais commencer par une définition, celle qu'on donne dans Wikipédia. Alors, la définition du bonheur de Wikipédia, c'est « Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude
et le trouble sont absents. D'où l'expression « on n'est pas si loin du bonheur Ben, je trouve que des » dans fois... certaines situations. Oui, OK. Des fois, on peut dire, si tu vis un moment intéressant, tu peux dire « on n'est pas si loin du bonheur ». Mais là, c'est comme un bonheur passager. Ouais. Ça peut arriver. Il faut quand même en prendre conscience. Je pense que c'est ça le problème des gens. Des fois, ils vont regretter de ne pas avoir profité de leur bonheur. Hein. Oui, c'est ça. Mais ici, on nous dit dans la définition que c'est quelque chose de durable. Là c'est vraiment le bonheur. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui va expérimenter ça. Il faut s'entraîner à ce que ça devienne durable, c'est ça? Peut-être. Hein? Alors, selon un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Qu'est-ce qu'être heureux et qu'est-ce que le bonheur ?» C'est un article écrit par M. Yannick Delorme, qui est travailleur en relation d'aide. M. Delorme pratique la thérapie en bureau à Gatineau ainsi qu'à distance. Par Skype. Alors, une petite blague comme ça. Ouais. Alors, ce monsieur Delorme nous dit « C'est difficile de définir le bonheur. On a tendance à le définir par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il compose, l'améliore ou lui nuit. Mais c'est difficile de s'arrêter à une définition qui explique bien ce sentiment tant recherché. Alors, qu'est-ce qu'être heureux et qu'est-ce que le bonheur? Il nous dit « Ma définition du bonheur est la suivante. Le bonheur est un sentiment de satisfaction générale face à ma vie, à ma situation globale du moment et à la direction dans laquelle j'avance. Cette satisfaction globale et imparfaite est jumelée à un sentiment que la vie est généralement bonne, significative et utile pour moi. » Peut-être qu'il faut être un petit peu égoïste. Et c'est variable, parce que pour certains, le bonheur, c'est peut-être quelque chose, puis pour d'autres, c'est d'autres choses. Il y en a qui disent que c'est impossible, parce que même si on est heureux, on regarde autour de nous, on voit plein de malheurs, on voit plein de souffrances. Ouais. Alors, comment faire pour être totalement heureux? Mais c'est pour ça que je pense que le bonheur, c'est jamais comme... utopique. Non, mais c'est jamais, ça dure jamais tout le temps. Il y a des moments de bonheur, mais on ne peut pas être en état de bonheur toute la vie, là, je pense pas. Là. C'est pas probablement. Ça n'existe pas. Du point de vue de l'étymologie, le bonheur est l'aboutissement d'une construction qui ne doit pas être confondue avec une joie passagère. Si on regarde la racine du mot, ce qu'on appelle l'étymologie, c'est le bonheur dérive de deux mots latins. Tout d'abord, bonum, ou je devrais dire bonum, B-O-N-U-M, et augurum, A-U-G-U-R-U-M, qui se sont lentement transformés en vieux français en bon, B-O-N, et le mot E-U-R. Le mot bonheur renvoie donc à l'idée d'un état de contentement non seulement durable, permanent, mais pouvant aller croissant. Ouais. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales en France propose cette définition. Un état essentiellement moral atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qu'il a pu satisfaire pleinement ses désirs, accomplir totalement ses diverses aspirations, trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. C'est bien dit. Alors, ça ressemble beaucoup à l'autre. C'est bien écrit, c'est ça. Ouais. C'est dur de le définir, c'est vrai. Ouais. Alors, M. Delorme nous dit « Je suis en partie d'accord avec la définition de Wikipédia. Là où j'aime moins ça, c'est avec le fait que le bonheur est un état d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. C'est irréaliste de penser que le bonheur est à la fois un état durable de plénitude, de satisfaction et de sérénité et en même temps un état inhabité par la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble. Si c'était le cas, ce serait impossible d'être heureux. Pour moi, le bonheur n'est pas un état absolu, c'est un état global, relatif, en mouvement constant. Je suis rarement dans un parfait état de bonheur, comme je suis rarement dans un état de total malheur. Le bonheur est une photo pleine largeur de ma vie présente, de la direction et du sens que je lui donne qui me satisfait et me remplit. Le bonheur est large, imparfait et variable, comme le malheur d'ailleurs. Le bonheur et le malheur ne sont pas absolus, je le répète. Il y a une variété incroyable d'états de satisfaction et d'insatisfaction et une quantité infinie d'intensité avec laquelle on peut les vivre. M. Delorme nous dit « Si je suis généralement satisfait de ma vie, je tends vers le bonheur. L'inverse est aussi vrai pour le malheur. » Je suis assez d'accord avec lui parce que dans le fond, c'est ça, c'est d'accepter qu'il y a des moments plus difficiles, mais dans l'ensemble, globalement, on peut dire qu'on a du bonheur. Ouais. Ouais. Le bonheur n'exige pas l'absence de souffrance,
M. Delorme poursuit, ou l'absence de stress ou de difficulté. Je dirais même que de viser à éliminer la souffrance dans notre vie, dans l'espoir d'être heureux, est le chemin le plus sûr pour être malheureux. C'est un comportement défensif qui entretient les insatisfactions. Savoir souffrir pour les bonnes raisons et accepter que la souffrance fasse partie d'une vie saine est d'ailleurs une des caractéristiques des gens heureux. Et il y a une madame du nom de Marie Portelance qui est travailleuse en relation d'aide. Et ça vient du site du CRAM. Le CRAM, c'est le Centre des relations d'aide de Montréal. Et elle a mis sur le site en question être heureux au présent. Mais je vais m'arrêter ici et au retour, je vais vous. Tu vas nous en parler. Tu vas nous faire languir un petit peu à l'Expresso allongé plus tard à l'émission. Le bonheur. Merci beaucoup, Pierre. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Ève Cardinal nous sensibilise sur l'estime de soi. À l'Expresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le bonheur ». Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'accueille maintenant notre collaboratrice Ève Cardinal. Bonjour Ève. Allô Yvan. Alors bonjour, tu vas nous parler aujourd'hui de l'estime de soi et santé mentale, bien sûr. Toujours des sujets en rapport avec la santé mentale, des sujets bien particuliers que tu nous amènes aussi. Bien, en fait, l'intelligence émotionnelle, l'estime de soi et la santé mentale, on n'y pense pas souvent, mais c'est super important. Si je te disais que tu étais formidable, qu'est-ce que tu me dirais? Merci. OK, parfait. Merci, puis vraiment, je dirais aussi vraiment, tu penses? Bien, effectivement, donc l'estime de soi, c'est un concept des fois qui est un peu compliqué, même pour soi-même. Et là, j'ai fait beaucoup de lectures justement dans le site de l'Association canadienne de santé mentale. Et on dit que les spécialistes en santé mentale observent qu'avoir une bonne estime de soi, c'est un des meilleurs outils dont on puisse disposer pour se sentir bien en santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, les études montrent que les personnes qui ont une bonne estime de soi vont, entre autres, plus facilement chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Donc, on appelle ça consulter, tout ça. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont une estime de soi ont plus de facilité à se rapprocher des autres parce qu'elles s'aiment soi-même. Tu sais, il y a un vieux concept qu'on dit, si tu t'aimes soi-même, tu vas mieux aimer les autres. Je sais que ça peut paraître très classique, mais selon les études, là, c'est vrai. Il faut commencer par s'aimer puis être bien avec soi-même pour... je pense que c'est vrai, effectivement. Bien, il paraît que quand on dit justement, j'ai commencé par t'es formidable, se dire à soi-même qu'on est formidable, ça veut pas dire avoir un ego démesuré, OK? Ça veut dire voir ses forces, ses faiblesses, les analyser. Ça veut pas dire je suis meilleur que tout le monde, tout ça. Ça veut dire renforcer l'estime de soi pour pouvoir, après ça, renforcer ses faiblesses pour pouvoir continuer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on compte sur les autres pour nous dire t'es bon, t'es fin, les parents, les amis et tout ça. Alors que lorsqu'on a une bonne estime de soi, lorsqu'on est capable de croire qu'on est capable de passer au travers justement des coups durs de la vie avec soi-même, c'est sûr qu'on souffre quand même. La vie, c'est des aléas, tout ça, on le voit là, ces derniers temps, on le voit dans notre société moderne. Mais il paraît que quand on a une bonne estime de soi, on est capable de s'en remettre plus facilement. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas juste une question d'avoir un problème de santé mentale, c'est une question de santé mentale. Donc, c'est un phénomène, oui. Et ça se bâtit, l'estime de soi. Des fois, on part déjà peut-être perdant parce que étant jeune, on n'a pas eu les encouragements qu'il fallait ou on n'a pas développé cette estime de soi-là, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Absolument. Puis là, tu me viens à parler de ça. L'estime de soi, ça représente plus que de voir nos qualités, comme je l'ai dit. Et souvent, c'est un manque de réseau. C'est aussi des situations familiales dans l'enfance. C'est des expériences de vie. C'est une façon, des échecs, des façons d'avoir géré les choses. Mais souvent, aussi, c'est en se créant des réseaux de soutien positifs. Donc, ça, c'est important. Le soutien social, il paraît que c'est une partie très importante de la santé mentale et de l'estime de soi. Et les personnes qui font partie de nos réseaux positifs peuvent aussi nous offrir de nombreuses façons de valoriser l'estime de soi, mais encore faut-il être soi-même prêt à le faire.
Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est dans le fond de... Comme tu disais tantôt, c'est pas de se penser bon, fin, puis capable, là, comme disait l'autre. Là. T'es bonne, t'es fine, t'es capable. Mais You're good enough, you're smart enough and good, and it people like me. Oui. Oui. Bien, souvent, on a tendance à penser que l'estime de soi, c'est justement, tu sais, se voir mieux ou tout ça. Non, c'est de se représenter tel qu'on est. Et l'estime de soi, ça représente plus que de voir nos qualités. Ça signifie, en fait, avoir une vue d'ensemble sur toutes les aptitudes et les faiblesses, hein, comme je l'ai dit. Donc, l'estime de soi, ça signifie reconnaître les talents, les aptitudes uniques, utiliser cette confiance-là pour poursuivre ses objectifs de façon réaliste. Donc, ça, c'est une chose. Et il y a aussi beaucoup de choses qui contribuent à bâtir l'estime personnelle, comme reconnaître ses émotions. Les reconnaître, puis pas les subir, les reconnaître, les affronter ou les vivre avec, mais les reconnaître, effectivement. Oui. Ça semble évident, mais c'est pas toujours le cas, hein? Non, pas tant que ça, comme tu dis. Puis effectivement, c'est que, tu l'as dit tellement bien, Yvan, c'est que on a tendance dans notre société à dire on subit nos émotions alors qu'on les vit. Et reconnaître ses émotions, dans ce cas-ci, c'est que le bien-être émotionnel, ça signifie pas, toujours être heureux. Hein, la tristesse, la colère, les échecs, l'anxiété, c'est des sentiments humains. Mais le bien-être émotionnel, ça veut aussi dire reconnaître que ça ne marche pas tout le temps, que nos émotions en font partie, puis qu'il faut les accepter comme ça. Donc ça fait partie vraiment d'une façon d'avoir une estime personnelle. Et la self-compassion, excuse-moi, je vais le dire en anglais, l'autocompassion, c'est justement de ne pas tout se pardonner, mais de se dire, OK, exemple... toi, tu as échoué une entrevue pour un travail, un test ou quelque chose, c'est de se parler comme si on était notre propre ami. OK? Ton ami, toi, est-ce qu'il ne jugera peut-être pas aussi sévèrement que toi-même tu le ferais? Il va essayer de t'encourager, il va essayer de dire, dans le fond, c'est pas si grave, peut-être tu n'étais pas dû pour avoir ça. Donc, c'est un peu de se parler comme ça à soi-même, là. Oui, exactement. C'est d'être un peu son propre ami, mais sans tout le temps, parce que là, si tu as de l'autocompassion, les gens ont tendance à penser que tu t'apitoies sur ton sort. C'est pas ça. C'est-à-dire, voici, OK, j'ai vécu une telle situation. Alors là, OK, voici qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'aurais pu faire encore mieux. Voici peut-être mes faiblesses. Et c'est de se parler comme étant son propre ami. Donc, c'est une voix, en fait, qui est autocritique. Les gens pourraient dire, c'est pas grave, mais ils se complairaient finalement à jamais réussir, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus de dire, soyons un peu peut-être moins durs envers nous-mêmes. Puis, essayons de prendre, des fois c'est dur d'avoir la perspective de la situation, mais essayons de le faire. Exactement, parce qu'on a tendance soit des fois à se victimiser, hein, tout le monde le fait, ou à se dire, tu sais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, ça. C'est de se parler comme un ami. Donc, dire, OK, peut-être que j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu agir de telle façon, mais voici ce que j'ai fait, voici ce que je pourrais améliorer. Mais ton ami, s'il t'aime, il va te dire ça. Donc, l'autocompassion, dans le fond, puis ça va avec l'estime de soi, puis l'intelligence émotionnelle, c'est de se dire, OK, voici qu'est-ce que j'ai à améliorer, mais en bon français, je me bâcherai pas dessus. Mm-hmm. Bien, c'est dur d'arriver à faire ça. Je sais pas si tu as des trucs pour le faire, parce que c'est facile qu'un ami nous parle, parce que c'est l'ami, donc il est comme à l'extérieur, puis... mais de soi-même, d'agir comme ça, c'est pas facile. Ben, en fait, il y a un petit test qu'on peut se passer, découvrir ensemble. Oui. Donc, tu sais, il y a une question. Quand vous faites face à une déception, une perte, une souffrance, quel type de voix intérieure avez-vous tendance à avoir? Souvent, on a une voix négative. Moi, dans mon cas, je l'appelle la commère. Mm-hmm. Hein, souvent, j'ai tendance... tu sais, ma petite voix négative... Dans ma tête, je l'appelle la commère. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, tout ça. Donc, tu sais, on peut s'auto-évaluer aussi. Est-ce qu'on se blâme soi-même? Est-ce qu'on se fait sentir soi-même pire à tel ou tel sujet? Est-ce qu'on se sent désolé? Puis la voix positive peut dire, est-ce que tu acceptes que tu sois imparfait? Puis là, on parlait de l'estime de soi, mais ça va tout à fait avec l'autocompassion. Et qu'est-ce que l'autocompassion, dans le fond? C'est pas à toi de t'aimer, c'est à moi. OK? Souvent, on dit, si tu t'aimes toi-même, puis je pense que je l'ai dit au début, ça veut dire aimer les autres. Mais ça commence par soi. Puis l'estime de soi, puis c'est prouvé, hein, que souvent, les gens qui ont de l'estime de soi ont
moins, disons, de difficultés à traverser certaines épreuves parce qu'ils se pardonnent à eux-mêmes, parce qu'ils voient leurs forces, leurs faiblesses. Puis, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est pas une question d'être je suis bon, meilleur et tout ça, mais c'est d'être capable aussi d'apprécier ceux qui nous encouragent, ceux qui nous entourent, puis de s'apprécier soi-même. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça, il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas, tu sais, on vit dans une société qui est très, judéo-chrétienne, tu sais, le blâme, j'aurais dû faire ci, ça, au lieu de dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes forces et mes faiblesses pour améliorer mon estime de soi. Puis dans le contexte actuel et peu importe dans notre société, hein, on vit dans vraiment une société très exigeante. Donc, c'est un outil supposément, en tout cas selon les lectures qui m'ont été présentées, qui sont utiles pour ça. Et peut-être s'entourer de gens qui ont cette attitude-là pour parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont dire je suis incapable de faire ça, tu sais, je suis toujours en train de me critiquer, je suis en train de... Donc, comment le devenir, peut-être d'essayer de s'entourer des gens qui ont cette attitude-là, puis peut-être qu'ils vont déteindre sur nous, puis finalement, ça va être plus facile de le faire soi-même. Ben, paraîtrait-il, puis comme tu dis que c'est un exercice extrêmement difficile, hein? Ça prend de la discipline parce que ça prend beaucoup d'introspection pour le faire. Donc, puis dans le fond, là, c'est réagir avec toi-même comme tu agirais avec ton meilleur ami. Puis des fois, dans des circonstances, c'est difficile d'être comme ça, mais on se permet pas de se sentir vraiment triste, puis des fois, de se sentir mal de quelque chose. Puis ça, il faut se le permettre, parce que ça fait partie de l'estime de soi. C'est pas vrai qu'on est tous parfaits, tous à notre 100%, tout ça. Et donc, de s'accepter, puis l'estime de soi, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence émotionnelle est un gage, des fois, aussi, de pouvoir persévérer, pas aux yeux de la société, aux yeux de nos projets, aux yeux de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on se sent. Puis si on réussit des projets et comment on se sent, c'est un gage pour se sentir mieux. Mais il y a beaucoup d'avantages à l'autocompassion, puis il y a beaucoup d'avantages à savoir d'où vient notre voix intérieure autocritique, OK? Mais comme je l'ai dit tantôt, ça peut être des parents, la société, on finit par être critique par avec soi-même. On crée peut-être aussi d'être ce qu'on n'est pas ou d'être qu'est-ce qu'on est. Hein? Donc ça, c'est super important, puis c'est un exercice à tous les jours. Là. C'est comme du yoga. Oui, moi, le bon vieux proverbe de philo, je me souviens, connais-toi toi-même, là, ça part de là, pour moi, de Socrate. Là, ça m'a marqué, ce proverbe-là, parce que je trouve que c'est une façon de... On passe toute notre vie à essayer de se connaître, puis souvent, en se connaissant, on est peut-être plus capable d'avoir une estime de soi, justement. On sait nos faiblesses, nos forces, puis on est peut-être capable, avec l'âge, j'imagine, on est capable de mieux progresser en estime de soi. Puis c'est un peu comme un miroir, hein? T'sais, à force de voir les rides, les boutons, tout ça, tu vois juste le négatif, mais des fois, on voit pas le positif. Faut voir donc, moi, je suis une femme, donc... Faut voir derrière ça. Voilà. Faut pas trop se regarder dans le miroir, finalement. Oui, mais du bon côté. Oui, c'est ça, effectivement. Mais je pense que ton point est bon d'essayer de prendre toujours une distance, en tout cas d'être capable de, comme tu le dis bien, là, de se parler comme si on était notre ami, finalement. Avant de terminer, Ève, donc, qu'est-ce qu'on peut lire ou qu'est-ce qu'on peut chercher pour avoir un peu plus d'infos ou compléter justement l'info que tu nous as livrée sur l'estime de soi? Bien, il y a plusieurs ouvrages qui traitent de... Je l'ai dit en anglais parce que le concept est anglophone au départ, self-compassion, autocompassion. Mais comme je l'ai dit au début, là, vraiment, l'Association canadienne en santé mentale a publié une trousse d'outils super intéressante pour essayer de bâtir l'estime personnelle parce que c'est un mal social qui est plutôt méconnu. Donc, on cherche ça, donc, Association canadienne santé mentale. Merci beaucoup, Ève Cardinal. Donc, estime de soi et santé mentale. Et à une prochaine. Fait plaisir. Au revoir. Bye. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est le moment du bloc Espresso allongé, la suite du sujet entamé, le bonheur. Alors, Pierre, tu avais commencé à nous faire languir un petit peu avec... Oui, c'est ça. J'ai un article ici qui avait été écrit par une madame du nom de Marie Portelance, qui est travailleuse sociale. Et elle avait mis sur le site Internet du Centre de relations d'aide de Montréal sa définition à elle du bonheur. Alors, elle nous dit ceci. Le bonheur n'est pas l'absence de souffrance. Le bonheur est inaccessible si nous croyons que l'atteindre signifie vivre dans un monde idéal, sans imperfection, sans douleur, sans souffrance. Cette conception n'existe que dans les contes de fées.
De plus, il est illusoire de croire que le bonheur apparaîtra comme par magie, après un moment d'inconfort ou une épreuve de vie. Finalement, croire qu'il serait présent si le passé avait été différent, c'est tenter de construire une vie sur quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et qui n'est pas notre vie, finalement. Ouais. Notre vie est celle-là qu'on vit là parce que c'est la nôtre. C'est ça. Elle continue en disant aussi paradoxal que cela puisse paraître, le bonheur peut cohabiter avec l'imperfection et avec l'inconfort et la souffrance parce que le bonheur ne se trouve pas dans un monde idéal ou dans le futur ou dans le passé. Il est inatteignable quand nous le cherchons dans l'absolu, mais tout proche quand nous arrivons à vivre le moment présent en pleine conscience. Pour ce faire, un secret, nous dit-elle, c'est ralentir. Ça, effectivement, on court souvent après je ne sais pas quoi, mais les on gens dit, on court après le bonheur. On court après quelque chose, mais tu sais, à quelque part, souvent, c'est de prendre un peu de temps. Des fois, ça va être du temps bien investi, ouais. C'est ça. Monsieur Delors nous dit, c'est notre capacité à avoir une hygiène de vie saine face aux joies, aux plaisirs et à tout ce qui est bon dans notre vie, jumelé à notre capacité à faire face aux épreuves et aux difficultés qui nous rend réellement heureux. On est donc entièrement responsable de notre bonheur. Bien sûr que plusieurs facteurs extérieurs ont un impact sur notre bonheur, mais malgré leur impact réel, ce ne sont pas les facteurs extérieurs qui favorisent ou nuisent le plus au bonheur. C'est notre capacité à faire avec les situations de la vie, qu'elles soient agréables ou non. L'écoute de notre monde émotionnel est un des facteurs les plus importants pour être heureux. Voici comment nos émotions jouent un rôle important face au bonheur. M. Yannick Delors nous dit « Les émotions ont deux polarités. Premièrement, le pôle situé agréable et plaisant et l'autre pôle désagréable et souffrant. Les émotions agréables nous disent qu'un ou plusieurs besoins sont comblés. Les émotions désagréables nous disent qu'un ou plusieurs besoins ne sont pas comblés. Il faut donc apprendre à connaître, reconnaître, ressentir nos émotions pour pouvoir contacter nos besoins, s'en occuper et les satisfaire. Le bonheur est un état global de satisfaction. Si je veux être heureux, je dois être apte à satisfaire mes besoins et je n'y arriverai pas sans l'écoute et l'accueil de mon monde émotionnel. Et peut-être qu'en réglant certaines situations négatives, peut-être qu'on va finalement rajouter à notre bonheur. On va dire qu'on est capable de surmonter des épreuves. Donc, ça fait partie aussi de comment on monte le bonheur, son propre bonheur. Là. Oui. Et aussi, il y en a beaucoup qui vont dire que le bonheur, ben justement, ça se travaille. C'est comme un jardin. Exact. C'est un exemple qui est souvent pris. Et M. Delorme n'échappe pas à cette façon de voir les choses. Il nous dit « J'adore expliquer avec des images. Imaginons donc que le bonheur est un jardin fleuri rempli de fruits et de légumes savoureux. Pour avoir un jardin fleurissant de récoltes, j'ai besoin d'y travailler quotidiennement. Je n'ai pas besoin de chercher les récoltes, j'ai besoin d'agir aujourd'hui pour qu'elles arrivent en temps et lieu. J'ai besoin de créer les conditions gagnantes pour que mon jardin fleurisse. Une fois les fruits de mon jardin récoltés, est-ce que j'arrête de travailler à mon jardin? Non, c'est un travail sans fin. Tant et aussi longtemps que je vais vouloir profiter de mon jardin, je vais devoir l'entretenir pour pouvoir continuer de récolter. » Et ça semble être difficile, mais à quelque part, c'est juste un entraînement. Je pense qu'il faut juste prendre cette habitude-là, jour après jour, de... Ouais. C'est une attitude aussi de penser que ça n'arrivera pas tout seul. Oui, puis aussi, comme il disait, de le faire maintenant, de ne pas remettre à demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bonheur? Oui. Monsieur Delorme continue en disant « Pour être heureux, je dois y travailler tous les jours de mon mieux. Je n'ai pas besoin de chercher le bonheur, j'ai besoin d'agir aujourd'hui, de créer les conditions gagnantes pour être heureux. Est-ce que j'arrête de travailler une fois que je suis heureux? Non, c'est un travail sans fin, tant et aussi longtemps que je vais vouloir être heureux, je vais devoir entretenir mon bonheur pour continuer d'en profiter. Maintenant, tu sais que j'aime les citations. Oui. Des fois, même les citations de grands personnages. Ouais. M. Yannick Delorme, lui aussi, aime les citations. Il nous amène ici une citation de Sénèque, qui était un grand penseur et un grand connaisseur de la nature humaine. Il était philosophe et dramaturge. Il est né en l'an 4 avant Jésus-Christ, à Cordoue, en Espagne. Il avait dit
Et tu vas voir que ça ressemble. Il a dit « Être heureux, c'est apprendre à choisir non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations et à hiérarchiser ses priorités. L'exercice de la raison permet une prise de cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie. Et ce, aux deux sens du terme. Nous lui donnons à la fois une direction et une signification. Alors, tu vois que ça a été écrit en... 4 avant Jésus-Christ, il faut quand même, faut quand même plus le de faire. 2000 ans, mais ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Ça m'a l'air tellement actuel, c'est ça, effectivement. Et M. Delorme conclut en disant « Le bonheur est un état de fond, bâti et créé par des principes et aptitudes de base applicables par tous et chacun. » Oui, ben c'est très bien. J'espère qu'on va être encore plus heureux et surtout avoir plus de bonheur, comme tu dis. Merci beaucoup, Pierre, pour ce beau sujet, le bonheur à Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre Laporte, je te remercie pour la mise en onde de l'émission. Bienvenue, mon cher. Oui, je remercie notre invitée Anne-Marie Boucher qui nous a mieux fait connaître le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Elle nous a parlé des activités de toutes sortes d'enjeux. Merci Anne-Marie d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice F. Cardinal était aussi des nôtres. Elle nous a mieux fait connaître l'estime de soi. Elle nous a sensibilisés, en fait, sur l'importance de l'estime de soi. Et à l'espresso allongé, ton sujet, Pierre, c'était le bonheur. Alors, j'espère que ça a rendu des auditeurs heureux. Je pense que ça nous a donné des bons trucs, en tout cas. Ben oui, là, tu sais comment faire. Oui, absolument. On va mettre tout ça en pratique. Là, on a pris beaucoup de notes. C'est comme un jardin. Oui, un jardin, on va l'entretenir fort. Là. À l'année longue, d'ailleurs. Merci beaucoup pour tout. Merci à nos auditeurs. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.